Le téléphone sonne toujours, à la même heure. Minuit, exactement, quand le silence de l'appartement devient si lourd qu'il semble vouloir m'écraser contre les murs. La sonnerie stridente perce l'obscurité comme une lame rouillée, et mes mains tremblent en atteignant le combiné. Je sais qui m'appelle. Je l'ai toujours su. « Bonjour mon petit-fils », murmure la voix familière, cette voix que j'ai entendue bercer mes nuits d'enfance, qui racontait des histoires de loups-garous et de fées malveillantes. Mais grand-mère est morte depuis 10 ans maintenant. 10 longues années où j'ai essayé d'oublier le son de sa respiration sifflante, le cliquetis de ses bijoux lorsqu'elle bougeait dans son fauteuil, en osier. Elle avait 78 ans quand elle a rendu son dernier souffle dans ce même appartement où je vis maintenant. Une pneumonie, avaient dit les médecins, mais moi, je savais qu'elle était morte de solitude, de cette mélancolie noire qui l'habitait depuis la mort de grand-père. Elle passait ses journées assise près de la fenêtre, observant la rue d'un regard vide, attendant quelque chose qui ne viendrait jamais. Ce premier appel a eu lieu exactement 1 semaine après son enterrement. J'étais en train de trier ses affaires, de décider ce qu'il fallait garder, donner ou jeter. L'appartement sentait encore son parfum, cette odeur de lavande et de camphre qui me rappelait les dimanches de mon enfance. Quand le téléphone a sonné, j'ai pensé que c'était ma mère, ou peut-être un voisin compatissant. « Tu ne devrais pas toucher à mes affaires, mon petit », avait-elle dit de cette voix douce mais ferme que je connaissais si bien. Elles ont leur place, chaque chose a son importance. Le combiné m'avait glissé des mains. J'avais raccroché si violemment que le téléphone était tombé de la table, s'écrasant sur le parquet avec un bruit métallique qui avait résonné dans tout l'appartement. Mais elle a rappelé le lendemain et le jour suivant, et chaque nuit depuis 10 ans, sans exception. Au début, j'ai cru que je devenais fou. Le deuil, avais-je pensé, joue des tours terribles à l'esprit. J'ai consulté un psychiatre, le docteur Lemaire, un homme aux cheveux gris qui portait des lunettes cerclées d'or et qui avait une manière agaçante de prendre des notes pendant que je parlais. Il m'avait prescrit des anxiolytiques, des somnifères, avait parlé d'hallucinations auditives liées au stress post-traumatique. La mort d'un être cher peut provoquer des manifestations psychosomatiques complexes, m'avait-il expliqué, avec cette condescendance typique des médecins qui croient tout savoir. Votre grand-mère était une figure maternelle importante dans votre vie. Il est normal que votre subconscient cherche à maintenir ce lien. Mais les médicaments n'ont rien changé. Le téléphone continuait de sonner chaque nuit, et sa voix était toujours là, claire et distincte, impossible à ignorer. J'ai essayé de débrancher l'appareil. Elle appelait quand même. J'ai changé de numéro. Cela n'a rien donné. J'ai même fait installer un répondeur, pensant qu'elle laisserait peut-être un message que je pourrais enregistrer, prouver que je n'étais pas en train de sombrer dans la folie. Mais quand j'écoutais la bande le lendemain matin, il n'y avait que le silence, ou parfois un souffle léger, comme si quelqu'un respirait doucement près du micro. Les conversations suivaient toujours le même schéma. Elle me demandait comment j'allais, si je mangeais bien, si j'avais trouvé une gentille fille pour me tenir compagnie. Sa voix
était exactement comme de son vivant, avec cette pointe d'inquiétude maternelle qui l'avait toujours caractérisé. Elle me racontait des anecdotes de son enfance, me parlait de ses parents morts depuis longtemps, évoquait des souvenirs que nous avions partagés. « Tu te rappelles quand tu avais 7 ans et que tu avais peur du monstre sous ton lit ?» me disait-elle parfois. Je venais m'asseoir près de toi et je chantais cette vieille berceuse que ma mère me chantait. Tu t'endormais toujours avant la fin. Et elle se mettait à fredonner cette mélodie oubliée, ces notes qui me ramenaient instantanément dans ma chambre d'enfant, avec ses murs tapissés de papier peint bleu et ses rideaux à fleurs. Mais il y avait quelque chose d'étrange dans ces appels, quelque chose qui me glaçait le sang malgré la tendresse apparente de sa voix. Grand-mère semblait savoir des choses qu'elle n'aurait pas dû connaître, des détails sur ma vie actuelle, des événements qui s'étaient produits après sa mort. Elle connaissait le nom de mes collègues, savait que j'avais changé de travail, que j'avais rompu avec Céline 6 mois après l'enterrement. « Cette fille n'était pas faite pour toi », m'avait-elle dit un soir. Elle avait l'œil froid et le cœur sec. Tu mérites mieux qu'une femme qui ne sait pas voir la beauté dans les petites choses. Comment pouvait-elle connaître Céline? Comment pouvait-elle savoir que nous nous étions disputés à cause de ses manies, de sa façon obsessionnelle de tout ranger, de son incapacité à comprendre pourquoi je gardais tant d'objets de grand-mère? Au fil des mois, puis des années, j'ai commencé à remarquer d'autres détails troublants. Sa voix, bien qu'identique à mes souvenirs, portait parfois des accents étranges, des intonations qui n'étaient pas tout à fait humaines. Il y avait des moments où elle s'arrêtait au milieu d'une phrase, comme si elle écoutait quelque chose que je ne pouvais pas entendre. Et parfois, en arrière-plan, je captais des sons bizarres, des murmures indistincts, le bruit sourd de quelque chose qui grattait, comme des ongles sur du bois. L'appartement lui-même semblait avoir changé depuis qu'elle avait commencé à appeler. Il faisait plus froid, surtout la nuit. Le chauffage fonctionnait pourtant normalement, mais il y avait des zones où l'air glacial semblait stagner, particulièrement près du téléphone. Les ampoules grillaient plus souvent qu'elles ne le devraient, plongeant certaines pièces dans une pénombre permanente que je n'arrivais pas à chasser complètement. Je commençais à remarquer des déplacements d'objets. Rien de spectaculaire, juste de petits changements qui auraient pu passer inaperçus pour quelqu'un de moins observateur. Un livre posé différemment sur la table, un cadre photo légèrement déplacé, une chaise tournée vers le téléphone alors que je l'avais laissé face au mur. Au début, j'ai cru que c'était moi qui les déplaçais inconsciemment, dans un état de somnambulisme provoqué par le manque de sommeil. Mais une nuit, j'ai décidé de rester éveillé et d'observer. J'avais disposé quelques objets de manière très précise sur la table basse. Un cendrier, même si je ne fumais plus, un petit vase en porcelaine et le livre de recettes de grand-mère. À exactement 23h58, soit 2 minutes avant l'appel habituel, j'ai vu le cendrier glisser lentement vers le bord de la table, comme poussé par une main invisible. Mon cœur s'est mis à battre si fort que j'entendais le sang pulser dans mes oreilles. L'air de la pièce était devenu épais, presque visqueux, et une odeur de terre humide et de fleurs fanées avait envahi l'espace. C'était l'odeur de grand-mère,
dans ses derniers jours, quand la maladie l'avait transformé en quelque chose de fragile et de terrifiant. Le téléphone a sonné et j'ai décroché avec des mains tremblantes. « Bonsoir mon petit-fils », a-t-elle dit, et sa voix semblait venir de très loin, comme filtrée à travers des couches et des couches de terre. « J'espère que tu vas bien. Je m'inquiète pour toi, tu sais. Tu as l'air si fatigué ces temps-ci. » Comment pouvait-elle savoir que j'étais fatigué? Comment pouvait-elle me voir? « Grand-mère », ai-je murmuré, ma voix se brisant sur le mot. « Pourquoi tu m'appelles? Qu'est-ce que tu veux ?» Il y a eu un long silence, ponctué seulement par le bruit de sa respiration sifflante. Cette respiration d'asthmatique qui l'avait tourmenté pendant ces dernières années. « Je veux que tu viennes me voir », a-t-elle finalement répondu. « Il fait si froid ici, si noir, et je suis si seul. Tu me manques terriblement, mon chéri. Nous pourrions être ensemble, comme avant. Tu te rappelles comme nous étions heureux. » Sa voix était devenue suppliante, presque plaintive, et quelque chose dans ce ton m'a donné la chair de poule. « Mais grand-mère, tu es morte, » ai-je balbutié. « Tu ne peux pas, ce n'est pas possible. » Elle a ri, un rire doux et triste qui ressemblait au bruissement des feuilles mortes. « Morte ?» a-t-elle répété. « Qu'est-ce que cela signifie vraiment, mon petit? La mort n'est qu'un passage, une porte qui s'ouvre sur autre chose. Et moi, je t'attends de l'autre côté. » Le combiné me glissait entre les doigts moites. La pièce tournoyait autour de moi, et j'avais l'impression que le sol se dérobait sous mes pieds. « Je ne peux pas venir te voir, » ai-je chuchoté. « Je ne sais pas où tu es. » Un nouveau silence s'est installé, plus pesant que le précédent. Quand elle a repris la parole, sa voix avait changé. Elle était plus grave, plus gutturale, comme si elle venait du fond d'un puits. « Bien sûr que tu sais où je suis, » a-t-elle dit. « Je suis dans la cave, là où nous avons entreposé toutes mes affaires, après ma mort. Tu t'en souviens? Tous ces cartons que tu n'as jamais eu le courage d'ouvrir. » Mon sang s'est glacé. Elle avait raison. Après l'enterrement, ma mère et moi avions descendu la plupart des affaires de grand-mère dans la cave de l'immeuble. Des cartons pleins de vêtements, de photos, de bibelots que nous n'avions pas su quoi faire d'autre. « Descends me voir », a-t-elle continué, « juste une fois, pour que je puisse te dire au revoir correctement. » La ligne s'est coupée dans un grésissement électrique, me laissant seul avec le silence et cette odeur de décomposition qui imprégnait maintenant tout l'appartement. J'ai passé le reste de la nuit debout, buvant café sur café, essayant de chasser de mon esprit l'image de grand-mère m'attendant dans les sous-sols sombres et humides de l'immeuble. Mais au fur et à mesure que les heures passaient, cette idée devenait obsédante. Et si elle avait raison? Et si la mort n'était qu'un passage, et qu'elle était effectivement là-bas, dans cette cave froide et lugubre? Le lendemain matin, armé d'une lampe torche et d'un trousseau de clés, j'ai pris l'ascenseur jusqu'au sous-sol. L'endroit était exactement comme dans mes souvenirs. Un labyrinthe de couloirs étroits, bordé de caves grillagées, éclairé par des néons blafards qui grésillaient constamment. L'air était vicié, chargé d'humidité et d'odeur de moisissure. Notre cave était au fond du couloir principal,
derrière une porte métallique verte marquée du numéro 23. J'ai tourné la clé dans la serrure avec des gestes hésitants, mes mains tremblant malgré moi. La porte s'est ouverte avec un grincement sinistre, révélant un espace sombre et exigu encombré de cartons empilés jusqu'au plafond. Ma lampe a balayé l'intérieur de la cave, projetant des ombres dansantes sur les murs de béton brut. Tout semblait normal au premier regard. Les cartons étaient là où nous les avions laissés, couverts d'une fine couche de poussière. Mais en m'approchant, j'ai remarqué que certains avaient été ouverts, leur contenu éparpillé sur le sol crasseux. Il y avait des vêtements de grand-mère étalés, comme si quelqu'un les avait essayés. Sa robe noire du dimanche, ses chaussures vernies, son châle de dentelle. Ses bijoux étaient disposés en cercle au centre de la pièce, formant un motif étrange qui me rappelait les dessins occultes que j'avais vus dans de vieux livres. Et au milieu de ce cercle, il y avait quelque chose que je n'avais pas remarqué lors du rangement. Un vieux téléphone à cadran, le même modèle que celui qu'avait grand-mère dans son appartement. L'appareil était branché sur une prise murale que je n'avais jamais vue auparavant, et son combiné pendant au bout de son fil spirale. En m'agenouillant pour l'examiner de plus près, j'ai constaté qu'il était encore tiède, comme s'il venait d'être utilisé. Un frisson glacial m'a parcouru l'échine quand j'ai réalisé que c'était peut-être de ce téléphone que grand-mère m'appelait chaque nuit. Soudain, l'appareil s'est mis à sonner. Sa sonnerie métallique résonnant dans l'espace confiné de la cave comme un glas. J'ai reculé instinctivement, mais la sonnerie persistait, de plus en plus pressante. Mes mains tremblaient quand j'ai finalement décroché le combiné. « Je savais que tu viendrais », a dit la voix de grand-mère, mais cette fois, elle était différente, plus proche, plus réelle. « Tu as toujours été un bon petit-fils. Maintenant, nous pouvons enfin être ensemble. » La ligne a grésillé, et j'ai entendu d'autres voix en arrière-plan, des murmures indistincts qui semblaient venir de très loin. « Qui est là avec toi, grand-mère » ai-je demandé, ma voix résonnant étrangement dans la cave. De qui sont ces voix? Elle a ri, ce même rire doux et triste que je connaissais si bien. Mais il y avait maintenant quelque chose de différent dedans, quelque chose de malveillant. « Mes amis, a-t-elle répondu, tous ceux qui sont morts seuls, oubliés, abandonnés par leur famille. Nous nous tenons compagnie, ici, dans l'obscurité, et maintenant, tu peux nous rejoindre. » L'air de la cave était devenu irrespirable. Une odeur de putréfaction montait du sol, et je pouvais entendre des bruits étranges, des grattements, des chuchotements, le froissement de tissus anciens. « Je ne peux pas rester, grand-mère, » ai-je bégayé. « Je dois retourner en haut. J'ai une vie, du travail, des responsabilités. » Sa voix s'est durcie, perdant toute trace de tendresse. « Une vie ?» a-t-elle craché. « Quelle vie? Tu passes tes soirées seule dans cet appartement, à ressasser le passé. Tu n'as plus d'amis, plus d'amour, plus rien qui te rattache vraiment au monde des vivants. Tu es déjà mort, mon petit-fils. Tu ne le sais simplement pas encore. » Ces paroles me transpercèrent comme des lames glacées. Elle avait raison, et c'était ce qui rendait la situation encore plus terrifiante. Depuis sa mort, j'avais effectivement laissé ma vie sociale se déliter. Je n'entretenais plus de relations profondes,
me contentant d'interactions superficielles avec mes collègues et quelques voisins. « Regarde autour de toi », a-t-elle continué. « Regarde vraiment. » J'ai braqué ma lampe sur les murs de la cave et j'ai failli lâcher l'appareil. Les murs n'étaient plus en béton. Ils étaient couverts d'une substance sombre et visqueuse qui pulsait doucement, comme si elle était vivante. Et dans cette matière organique, je pouvais distinguer des formes, des visages décomposés, des mains squelettiques, des corps emmêlés dans une danse macabre, éternelle. « Tu vois ?» a murmuré grand-mère. « Nous sommes tous là, ceux que vous avez oubliés. Nous attendons dans le silence et l'obscurité. Mais maintenant, tu peux nous rejoindre. Tu n'auras plus jamais froid, plus jamais peur, plus jamais seul. » Les visages dans les murs bougeaient maintenant, leurs bouches s'ouvrant et se fermant silencieusement, comme s'ils essayaient de me parler. Leurs yeux vides me fixaient avec une intensité dévorante, et je pouvais sentir leur désespoir, leur faim de contact humain. « Non !» ai-je hurlé en lâchant le téléphone. « Je ne veux pas, je ne suis pas mort. » Je me suis rue vers la sortie, mais la porte de la cave s'est refermée avec un claquement métallique. La poignée refusait de tourner, et mes coups de poing désespérés ne produisaient qu'un son étouffé, comme si mes mains frappaient dans de la ouate. Derrière moi, j'entendais grand-mère rire, un rire qui n'avait plus rien d'humain. « Tu ne peux plus partir maintenant, » disait-elle. « Tu es des nôtres. Tu l'as toujours été, depuis le jour de ma mort. Chaque nuit que tu as passée à attendre mes appels, chaque conversation que nous avons eue, cela t'a rapproché un peu plus de nous. » La vérité m'a frappé comme un coup de massue. Elle avait raison. Pendant 10 ans, j'avais vécu pour ces appels nocturnes. Ils étaient devenus ma seule vraie interaction, ma seule source de réconfort. J'avais repoussé tous les vivants pour me concentrer sur cette relation avec une morte. « Tu comprends maintenant ?» a poursuivi sa voix, maintenant omniprésente dans la cave. « Tu n'étais plus vraiment vivant depuis longtemps. Tu existais dans un entre-deux, suspendu entre notre monde et le tien. Mais cette situation ne pouvait pas durer éternellement. Il fallait choisir. » Les murs pulsaient de plus en plus fort, et je pouvais voir les corps prisonniers de la matière organique tendre leurs bras vers moi. Leurs visages exprimaient un mélange de supplication et de faim, comme s'ils attendaient depuis une éternité qu'un nouveau compagnon vienne les rejoindre. Ma lampe torche a commencé à faiblir, projetant une lumière vacillante qui rendait la scène encore plus cauchemaresque. Dans la pénombre grandissante, j'ai remarqué que mes propres mains commençaient à devenir translucides. Je pouvais voir les os à travers la peau, et mes veines apparaissaient comme des lignes sombres sous l'épiderme blanchissant. « N'aie pas peur », murmurait grand-mère. « La transformation ne fait pas mal. C'est comme s'endormir doucement, paisiblement. Et ensuite, nous serons ensemble pour l'éternité. N'est-ce pas ce que nous avons toujours voulu ?» Je me suis effondré contre la porte, sentant mes forces m'abandonner. Mes jambes ne me portaient plus, et ma respiration devenait de plus en plus laborieuse. L'air de la cave était maintenant si épais qu'il ressemblait à du sirop, et chaque inspiration était un effort douloureusement conscient. Mais au moment où j'allais sombrer dans l'inconscience, j'ai entendu un autre son, des pas précipités dans le couloir et une voix qui criait mon nom, ma mère. Elle devait s'inquiéter.
de ne pas avoir eu de nouvelles depuis plusieurs jours. La porte de la cave s'est ouverte brutalement, laissant entrer un flot de lumière blanche qui a fait fuir les ombres et dissiper l'atmosphère oppressante. « Mon Dieu, qu'est-ce que tu fais là ?» s'est-elle exclamée en me voyant effondré au sol. « Je t'ai cherché partout. Tu n'as pas répondu au téléphone. Tes voisins s'inquiétaient. » Ces mots se sont perdus dans un bourdonnement sourd. Quand j'ai levé les yeux vers elle, elle me regardait avec une expression d'horreur absolue. « Ton visage, » a-t-elle balbutié. « Tu es si pâle, si froid. » Elle m'a aidé à me relever et m'a soutenu jusqu'à l'ascenseur, jetant des coups d'œil inquiets vers la cave. Mais quand nous nous sommes retournés pour refermer la porte, l'intérieur était redevenu normal. Juste des cartons poussiéreux et des toiles d'araignée. Le téléphone à cadran avait disparu et il n'y avait aucune trace des horreurs que j'avais vues. De retour dans l'appartement, ma mère a insisté pour que je voie un médecin. Le docteur Bernardi m'a examiné longuement, fronçant les sourcils devant mes constantes vitales, anormalement basses, et ma température corporelle qui refusait de remonter au-dessus de 34 degrés. Il a parlé d'épuisement nerveux, de dépression sévère, de possibles troubles dissociatifs. « Il faut que vous preniez soin de vous », m'a-t-il dit en rédigeant une ordonnance. « Votre organisme semble en état de choc. Mangez mieux, dormez davantage et surtout, ne restez pas isolé. L'isolement peut avoir des effets dévastateurs sur l'équilibre mental. » Ma mère a emménagé temporairement chez moi, transformant l'appartement silencieux en un lieu vivant, rempli de conversations, de rires et d'activités. Elle a cuisiné mes plats préférés, m'a obligé à sortir prendre l'air, à inviter des amis pour dîner. Mais chaque soir, à l'approche de minuit, je sentais une angoisse familière monter en moi. J'attendais la sonnerie du téléphone, la voix de grand-mère, nos conversations nocturnes. Et quand minuit passait sans appel, je ressentais un mélange de soulagement et de déception qui me troublait profondément. « Elle ne t'appelle plus », m'a demandé ma mère un soir, remarquant ma tension à l'heure fatidique. J'avais fini par lui raconter toute l'histoire, sans omettre aucun détail. Elle m'avait écouté avec attention, sans me juger, hochant la tête avec compréhension. « Non », ai-je répondu, « plus depuis cette nuit dans la cave. Je crois qu'elle a compris que je n'étais pas prête à la rejoindre. » Ma mère a posé sa main sur la mienne, et j'ai été surpris de constater à quel point sa peau était chaude comparée à la mienne. « Tu sais, » a-t-elle dit doucement, « ta grand-mère t'aimait énormément, mais elle était aussi très possessive. Elle avait du mal à laisser partir ceux qu'elle aimait, même de son vivant. Elle voulait que tu passes tout ton temps libre avec elle. » C'était vrai. Grand-mère avait toujours été jalouse de mes amis, de mes petites amies, de tout ce qui pouvait m'éloigner d'elle. Elle avait une façon subtile de me culpabiliser, de me faire sentir que je la négligeais si je ne lui rendais pas visite assez souvent. Peut-être que dans la mort, cette possessivité s'est transformée en quelque chose de plus sombre, a continué ma mère. Peut-être qu'elle essayait vraiment de t'attirer vers elle, de faire de toi son compagnon éternel. Cette pensée m'a donné des frissons. L'idée que l'amour puisse survivre à la mort sous une forme corrompue
transformée en une force destructrice qui cherche à entraîner les vivants dans l'au-delà, était plus terrifiante que tous les fantômes que j'avais pu imaginer. Les semaines ont passé, puis les mois. Ma santé s'est progressivement améliorée. Ma température corporelle est revenue à la normale et la couleur a lentement reflué dans mes joues. J'ai repris le travail, renoué avec quelques amis perdus de vue, et j'ai même commencé à fréquenter une femme charmante rencontrée dans un café près du bureau. Mais parfois, au cœur de la nuit, quand l'appartement est silencieux et que les ombres dansent sur les murs, je tends encore l'oreille. J'attends un son familier, une sonnerie qui ne viendra peut-être plus jamais. Et dans ces moments-là, je ne sais pas si ce que je ressens est du soulagement ou de la nostalgie. Car malgré tout l'horreur de cette expérience, malgré la terreur que m'inspiraient ces appels nocturnes, grand-mère me manque, sa voix me manque, nos conversations me manquent, même teintées de l'inquiétude constante qu'elle provoquait en moi. Elle était le dernier lien qui me reliait à mon enfance, à une époque où le monde me semblait plus simple et plus sûr. Parfois, je me demande si j'ai fait le bon choix en résistant à son appel. La vie que je mène maintenant est-elle vraiment plus riche que l'éternité qu'elle me proposait? Dans les moments de solitude, quand le poids de l'existence me semble trop lourd à porter, l'idée de la rejoindre dans cette cave obscure où le temps n'existe plus ne me paraît pas si terrifiante. Hier soir, j'ai fait un rêve troublant. J'étais de nouveau dans la cave, mais cette fois, l'atmosphère était différente, paisible, presque accueillante. Grand-mère était là, assise dans son fauteuil, en osier, exactement comme dans mes souvenirs d'enfance. Elle tricotait un pullover avec de la laine bleue, et elle souriait en me voyant approcher. « Tu es venu », a-t-elle dit avec tendresse. « Je savais que tu finirais par comprendre. » Dans le rêve, je me suis assis à ses pieds, comme je le faisais quand j'étais petit. Elle a posé sa main sur ma tête, et j'ai senti une paix profonde m'envahir. Une sensation de plénitude que je n'avais pas ressentie depuis des années. « N'est-ce pas mieux ainsi ?» a-t-elle murmuré. Plus de solitude, plus de peur, plus de questions sans réponse. Juste nous deux, pour toujours. Quand je me suis réveillé, j'ai remarqué que ma température corporelle avait de nouveau chuté et que mes mains étaient redevenues translucides. Ma mère, qui dormait dans la chambre d'amis, n'a pas entendu le téléphone sonner à minuit exactement. Mais moi, je l'ai entendu. Et cette fois, j'ai décroché, sans hésiter. « Bonsoir, grand-mère », ai-je dit, ma voix résonnant étrangement dans l'appartement silencieux. « Comment allez-vous » Il y a eu un long silence, puis sa voix familière, douce et aimante, a empli mes oreilles comme une caresse. « Je vais bien maintenant, mon petit-fils, maintenant que je sais que tu vas venir me rejoindre. » Je ferme les yeux et je l'écoute me raconter des histoires de son enfance, des anecdotes que je n'ai jamais entendues. Sa voix m'apaise, comme elle le faisait quand j'étais enfant et que j'avais peur du noir. Demain, j'irai la voir dans la cave. Cette fois, je n'aurai plus peur. Cette fois, je resterai avec elle, pour toujours. Car après tout, qu'est-ce que la mort sinon un long sommeil? Et qui mieux que grand-mère pour me bercer dans ce sommeil éternel?
Le téléphone est encore à mon oreille, et sa voix continue de murmurer des mots de réconfort. Mes mains sont maintenant complètement transparentes, et je sens mon cœur ralentir dans ma poitrine. Bientôt, très bientôt, nous serons réunis. Ma mère trouvera mon corps demain matin, le combiné du téléphone dans ma main froide. Elle ne comprendra pas. Elle pensera que c'est un suicide, une dépression qui a eu raison de moi. Mais elle se trompe. Ce n'est pas une fin, c'est un commencement. Et peut-être qu'un jour, dans 10 ans, dans 20 ans, quand elle sera seule et que je lui manquerai trop, je l'appellerai à mon tour. Je lui raconterai des histoires de l'au-delà. Je la consolerai dans ses moments de tristesse. Et lentement, patiemment, je l'amènerai à me rejoindre. Car c'est ainsi que l'amour survit à la mort. Il se transforme, il mute, il devient autre chose. Mais il ne disparaît jamais vraiment. Il attend, dans l'ombre et le silence, que ceux qu'il a aimés viennent le rejoindre dans l'éternité. Le téléphone sonne encore. Grand-mère m'attend. Il est temps d'y aller.